qui est notre vice-présidente, une de nos vice-présidentes, parce que nous avons plusieurs vice-présidentes, et qui a je dirais, la qualité de connaître le Cheikh Khaled Bentounès et d'avoir participé avec lui à différentes activités, en particulier, je crois, récemment, sur la journée du Vivre Ensemble en Paix. Vivre Ensemble en Paix, c'est quand même pas rien, et c'est vous, je crois, qui avez eu cette initiative de faire créer cette journée sous l'égide de l'ONU. Donc c'est Michel qui va présenter plus complètement le Cheikh Khaled Bentounès, et moi, je vais me glisser dans l'assistance. Merci en tout cas à vous d'avoir accepté d'être là, et j'espère que ce premier contact ne sera pas le seul. Merci. Michel, à toi. Merci, cher Hervé. Le Cheikh Khaled Bentounès est le leader spirituel de la voie soufie alaouia. Il est président d'honneur de l'ONG internationale Aïssa. Il est fondateur des scouts musulmans de France et d'Europe. C'est un écrivain, un poète, un pédagogue, un conférencier qui parcourt le monde en messager de paix. C'est un homme de dialogue. Ses avis sont recherchés par les décideurs politiques et les leaders spirituels. Sa voix a été entendue lors du sommet des consciences de la COP 21 à Paris en 2015. C'est un homme d'action. Il est l'initiateur de la Journée internationale du vivre ensemble en paix, adoptée à l'unanimité des 193 États des Nations Unies le 8 décembre 2017. Il se fait le témoin d'une culture de paix et de fraternité pour unir les efforts des uns et des autres afin de dégager un dénominateur commun nourri par des valeurs universelles partagées. Alors, celles et ceux qui me connaissent sachent que j'ai une incapacité psychique à préparer quoi que ce soit et que je ne lis jamais rien. Mais face au parcours du Cheikh Bentounès, je me suis sentie impressionnée et je ne voulais pas manquer une rubrique. Parce qu'en effet, je tiens à vous faire mesurer l'importance, le prix humain de la présence du Cheikh à cette réunion de l'Académie de l'éthique. En effet, comme l'a signalé notre président, j'ai eu l'honneur et le bonheur de faire la connaissance du Cheikh Bentounès à l'occasion de la remise du prix Lysistrata. Le prix Lysistrata est un prix de résolution des conflits par la médiation, dont je suis cofondatrice avec un universitaire, le professeur Mohamed Nadir Aziza. Et le Cheikh Bentounès a été le premier lauréat Rive Sud du prix Lysistrata, juste au sortir de l'action qu'il avait accomplie de faire adopter le 16 mai comme journée internationale du vivre ensemble en paix. Si bien que malicieusement, j'ai hasardé que l'ONU était la chambre de sélection des futurs prix Lysistrata. Le lauréat Rive Nord, c'était Sant'Egidio, donc vous voyez un équilibre nord-sud. La raison aussi pour laquelle il me semble que nous partageons un moment important, c'est aussi la présence ici de Gabriel Nissim, qui a lui aussi été lauréat du prix Lysistrata, lauréat Rive Nord. Et le lien entre eux, eh bien, c'est cette conscience commune que nous avons, que la médiation, si tant est que nous sommes d'accord pour la définir comme un processus de communication éthique, dont les médiateurs ne sont que les humbles artisans, la médiation est une voie absolument incontournable. J'espère qu'à l'occasion
des débats, des questions qui vont être posées après l'intervention du cher Bentounès que j'augure magnifique. Gabriel Nissim, qui avait souhaité l'élaboration d'une définition de la médiation au sein du Conseil de l'Europe, avec une phrase qui va vous frapper. La médiation, c'est ce qui permet de passer du je au nous, c'est ce qui permet de passer de la sidération à la considération. Et donc je me suis dit que, après cette formule d'une haute spiritualité, eh bien, poser cette question à une autre source de haute spiritualité, le Shir Khaled Bentounès, serait un thème magnifique pour l'Assemblée générale de l'Académie de l'éthique. Et je le remercie d'avance de ce qu'il va dire, et parce que déjà le fait qu'il soit présent, c'est très important. Bonjour à tous. Merci à l'Académie de me recevoir dans ce lieu prestigieux et de me donner la parole pour pouvoir participer et partager avec vous ce moment de présence et d'échange pour fortifier les liens et faire que chacun de nous, je pense, va, dans la mesure du possible, découvrir en lui cette éthique que, en général, l'éthique accompagne une morale, une conduite. Comment l'être humain, c'est une conduite et la façon d'agir avec soi et avec les autres. Et dans la tradition spirituelle que je représente, l'éthique, c'est l'ikhlas. On appelle ça l'ikhlas. C'est-à-dire quand on entreprend quelque chose qui permet de sentir intérieurement qu'elle est à sa place. C'est-à-dire arriver à définir l'éthique à travers l'enseignement de la spiritualité soufie, c'est la personne qui arrive à faire ce qu'il faut au moment qu'il faut, à l'instant qu'il faut. Et ça se ressent chez la personne comme une béatitude, comme quelque chose qui dans le cœur et la conscience sont tout à fait en harmonie, ne se sentant aucune gêne, aucune offense, aucun dépassement, mais comme, et nous sommes ici dans un lieu où l'industrie, je vois que autour de moi des machines, c'est-à-dire d'arriver comme à cette définition où l'être, si on le représente comme un être dans l'harmonie, ben le fait de faire de son parcours un parcours où l'éthique sur lequel repose l'éthique lui permet effectivement cette considération, c'est-à-dire que je sers à quelque chose, je suis utile, j'apporte à moi-même et aux autres un moyen de pouvoir bonifier mon temps d'existence, puisqu'on est inscrit dans la finitude, et que chaque jour qui passe est un jour de moins dans notre vie, que nous approchons toujours d'une échéance, qui est notre finitude. Et ce qu'il restera de nous, c'est ce qu'on aura posé comme pierre. Quand on voit aujourd'hui les cathédrales qui ont été construites au Moyen-Âge, quand on voit les pyramides, quand on voit des lieux qui... On est étonné par leur architecture, leur beauté, parce que les gens qui les ont fait, ils les ont fait avec cette intériorité, cette éthique, pour qu'ils demeurent et que d'autres, après eux, puissent en bénéficier, puissent
Alors que nous sommes aujourd'hui dans une société de consommation à outrance et l'éthique est très peu respectée. Parce qu'il y a l'utilisation, il faut la consommation rapide que nous subissons aujourd'hui, nous fait oublier cette partie de l'éthique. Qu'est-ce que mon empreinte que je laisse de mon passage dans cette vie terrestre? Qu'est-ce que je laisse qui témoignera quand elle a existé et qu'il a apporté à la société, à l'humanité et en même temps à lui-même ce bien-faire, cette ikhlas, cette éthique, cette façon de laisser une trace qui témoigne pour nous devant la création, devant les hommes, mais aussi devant devant le tout autre, pour ne pas le nommer. Donc, si notre dynamique, parce que toute action est mue par l'intention. Il n'y a aucune chose que nous faisons, à moins d'avoir perdu la raison, mais il n'y a aucune action que nous entreprenons sans qu'elle vienne de l'intériorité, d'une réflexion, d'une intention. Mon intention est, si je suis venu ici, c'était dans mon intention de parler, de partager ce moment avec vous et d'essayer, dans la mesure du possible, de faire que ce partage soit un partage dans l'harmonie. Qu'il soit que mes paroles ne blessent pas, que mes paroles ne soient pas hautaines, qu'elles ne soient pas, je ne vais pas donner une morale ou indiquer quoi que ce soit ou apporter quoi que ce soit, seulement entretenir des liens d'échanges harmonieux pour que nous puissions prendre conscience que nous sommes des lettres du même alphabet, que chacun tout seul ne peut pas, à lui tout seul, agir sans qu'il y ait complémentarité avec les autres. C'est que notre action, l'éthique nous demande que notre relation à l'autre soit améliorée, que nos liens, comme les lettres, qui, pour donner du sens, pour construire une idée, pour construire un mot, il faut qu'elles se rassemblent, il faut qu'elles acceptent qu'il y a une lettre qui vient en premier, une en deuxième, une en troisième, pour donner un mot qui signifie quelque chose. Si je dis amour, tout le monde va me comprendre. Si je dis haine, tout le monde va me comprendre. Que notre relation soit une relation qui nous permet d'avoir une longueur d'onde, je dirais, au niveau intellectuel, et plus encore, je dirais, au niveau intérieur, au niveau de la fraternité humaine, partager comment on peut, à travers une lecture, soigner et apporter des solutions. Et en cela, la médiation, pour revenir à la médiation, son rôle, c'est de tisser les liens entre deux parties qui se sont séparées dans la mesure du possible. Donc, elle est à la fois préventive, parce que la médiation préventive nous évite le conflit, nous évite de tomber dans le piège du conflit. Ça, c'est la première action. Et la deuxième action, c'est qu'elle est, une fois le conflit là, elle est réparatrice pour sauver ce qu'on peut sauver. Donc, l'éthique est l'outil principal, je dirais, de la médiation, c'est que l'homme ou la femme, l'être médiateur, celui qui va agir entre deux entités, entre deux points qui ont perdu la relation, c'est de plus en plus d'approcher,
d'accoucher ou de tisser ces liens au fur et à mesure et de s'effacer pour lui disparaître en donnant le mieux qu'il a pour réparer et pour que les liens refonctionnent. Je ne sais pas si mon idée est compréhensible, mais nous sommes de nature, la nature humaine est subit des états. Des fois, il y a des états de colère, il y a des états de joie, il y a des états de grâce, comme on dit, on ne sait pas comment ça vient, mais on est heureux de vivre. Et puis il y a des états où on est fâché contre tout le monde, contre même Dieu lui-même, le Créateur. On se dit pourquoi ça, et pourquoi ceci, et pourquoi cela. Et il y a des choses qui nous choquent, et notamment quand on voit que il y a des idées qui nous interrogent, des actes aussi qui nous interrogent. Donc nous sommes sujets à des états. L'être humain passe d'un état à un autre, d'un état de joie à un état de peine, de la nuit au jour et du jour à la nuit. Nous sommes tous ainsi faits. Il n'y a aucune personne qui peut éviter ce cycle. Mais cela nous apporte aussi la maturité. Cela nous apporte l'expérience de la vie. Sans les preuves, la vie n'a aucun sens. Elle perd son sens. On ne vit pas que pour manger, dormir et se reproduire. Il y a bien quelque chose d'autre. Et c'est là où j'ai besoin des autres pour pouvoir déjà me connaître, parce que c'est eux qui me renvoient l'image de qui je suis réellement. Et c'est par eux que je me découvre et que je découvre à la fois le monde dans lequel je vis, la société dans laquelle je vis, la religion dans laquelle je vis, la philosophie dans laquelle je vis, la culture dans laquelle je vis. Je ne la découvre qu'à travers les autres. Parce que les autres, l'autre m'interroge, l'autre, des fois, je dirais, me heurte dans ce que je suis. Donc, l'autre est souvent une épreuve. Même dans le couple, ça se passe. Nous nous éprouvons continuellement les uns les autres pour atteindre cette maturité, pour comprendre à la fois cette polarité entre jour et nuit, entre lumière et ombre, entre comme je dis, la joie et la peine. Et pour revenir toujours à cette notion de l'être, eh bien, il y a des lettres droites, il y a des lettres courbées, il y a des lettres rondes, il y a des lettres en X, etc. Si on n'accepte pas les êtres tels qu'ils sont, pour garder la relation entre nous, alors on ne pourra pas découvrir le monde, on ne pourra pas le connaître. C'est par les lettres, c'est par les autres qu'on découvre les civilisations, les cultures, les traditions, etc., etc., etc. Et là, la médiation, pour revenir à la médiation va nous apporter cette façon de se relier les uns aux autres. Comment? Par tous les moyens, recoller les morceaux qui se sont cassés, recoller, et si ça ne marche pas, au moins avoir la perspective de la pacification. C'est-à-dire, même si on n'arrive pas à un résultat concret où les liens se rétablissent, et au moins on enlève la violence, on atténue la violence. Il y a quand même un instant où la violence diminue et où la raison gagne
pour dire, mais nous sommes tous perdants. Les uns comme les autres. Il y aura toujours une perte. Quelque part, et cette perte, elle sera partagée. Même si on ne la voit pas tout de suite, elle viendra après des années, peut-être même des siècles. Donc, la médiation, nous en avons besoin aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on a mise dans cette éducation à la culture de paix comme un outil pour transmettre aux enfants très tôt cet aspect de la vie, qui sont des médiateurs dans la classe, entre eux, avec les voisins, dans le quartier, comment les enfants très tôt puissent connaître la médiation, ne pas attendre qu'il y a déjà le conflit et qu'ils ignorent qu'il y a un moyen de communiquer, un moyen de se relier, et ce moyen, eh ben, il faut leur apprendre très tôt dans les classes du primaire pour qu'ils puissent atténuer la violence et passer justement, puisque le titre est là, du jeu au nous, c'est pas supprimer le jeu. Il ne faut pas l'oublier. La singularité de chacun, on ne peut pas supprimer une lettre. Le jeu est à sa place. Et le nous est à sa place. Mais le jeu tout seul ne peut pas faire face aux difficultés. Le jeu ne peut pas construire à lui tout seul l'avenir. Il faut qu'il participe avec le nous. Il faut qu'il y ait le nous qui agisse pour que cet avenir ne soit pas dans cette situation de l'un contre l'autre, mais de l'un avec l'autre. Mais ça, c'est toute une alchimie. C'est tout un travail. Mais si on le commence très tôt, dans des écoles primaires, ça donnera, on l'espère, si on sème cette graine très tôt, et que nos enfants grandissent avec cette perspective qui va leur ouvrir un horizon qui, jusqu'à aujourd'hui, n'a pas été, je dirais, on n'a pas trouvé la clé c'est pas les rendre des anges, mais au moins leur donner une possibilité très tôt de pouvoir imaginer qu'il y a toujours un recours, qu'il y a toujours une façon, qu'il y a toujours une possibilité de se relier à l'autre, de voir l'autre avec ses yeux ou avec cette façon de le voir comme une partie de soi. Si on veut jouer dans un match de football, on a besoin de 2 équipes. Et les équipes, c'est 11 personnes par équipe. Et il n'y a qu'un ballon. Donc, comment fait-on? Est-ce qu'on peut jouer du football ou autre chose? Et de garder les liens avec l'équipe qui gagne et l'équipe qui perd. C'est aussi simple, mais aussi difficile que ça. Est-ce qu'on peut accepter de perdre, mais de garder les liens? Ou il faut se battre pour gagner? Mais sauver... Donc c'est un choix. Et ce choix, à mon avis, il faut aller encore plus loin. C'est l'envie de donner à chacun d'entre nous cette énergie. Cette énergie, c'est le pouvoir, mettre en action le pouvoir de l'amour ou l'amour du pouvoir. C'est un choix qui, tous les jours, se pose à nous. C'est « je suis plus puissant, je suis plus fort, je suis plus... » Donc c'est l'amour du pouvoir, que je sois un père, que je sois, je dis, une personne qui a l'autorité, je vais utiliser l'amour du pouvoir. Je fonctionne avec l'amour du pouvoir. C'est le pouvoir qui me fait fonctionner. Ou bien, c'est le pouvoir de l'amour. Oui, je suis responsable. Oui, je
je suis une autorité, oui, j'ai à remettre de l'ordre, mais de quelle façon? C'est la façon. Est-ce que c'est par la fraternité? Est-ce que c'est par cette impulsion d'amour? Et ça, je pense que les parents, notamment les mères, comprennent très bien que dans l'éducation, il y a ce pouvoir de l'amour. Il y a ce pouvoir de l'amour avec l'enfant. Elle aime son enfant plus, je pense, plus que tout le reste. Il n'a pas de prix. Si on demande à une mère quel est le prix de son enfant, je ne sais pas. Paraît-il, aujourd'hui, il y a des parents qui vendent leurs enfants. Mais c'est toujours possible. Mais humainement, un enfant n'a pas de prix pour sa mère. Même pour tout l'or du monde. Jamais une mère ne va abandonner son enfant. C'est une partie d'elle-même. Donc, ce pouvoir d'amour, est-ce qu'on a la capacité aujourd'hui encore de pouvoir en parler et surtout de le découvrir comme une énergie de fonctionnement dans nos rapports et nos liens? Est-ce qu'on a encore cette possibilité? Est-ce qu'on peut encore boire à cette source? Cette source d'énergie, est-ce qu'elle est encore à notre portée aujourd'hui? Ou nous avons changé de cap et que notre système ou notre société s'est tellement éloigné de cette source d'énergie d'amour qu'elle est incapable même de le concevoir. Elle ne peut concevoir les choses que par la violence, par la force, par la maîtrise des choses, par imposer, etc., etc., etc. C'est la force. C'est la force, je dirais, à la limite, la force animale en nous qui prend le dessus sur cet aspect de l'amour humain, de cet humanisme, qui nous permet de, à chaque instant, de ne pas faire à l'autre ce que je ne veux pas qu'on me fasse. D'avoir cet équilibre permanent, d'en agir que dans la mesure où si on agissait de la même façon avec moi, je ne l'accepte pas. Et entre les lois, la loi, qui est la justice, qui est là pour dicter la loi, et la médiation qui nous invite à mettre un peu d'amour dans nos relations, c'est difficile parfois. Parce que c'est deux choses qui sont, c'est deux, je dirais, c'est un isme. Comment construire, parce que le médiateur, c'est quand même celui qui va être obligé d'aider à construire ce pont qui s'est cassé entre deux parties. Donc on est en train de faire un isme. Comment cet isme peut fonctionner? Et encore une fois, si, en tous les cas, pour ceux qui travaillent, toute l'équipe, les pédagogues, les formateurs, les éducateurs qui travaillent sur cette éducation à la culture de paix, nous avons choisi comme outil le cercle, la médiation et la méditation très tôt pour les enfants. Et on voit les résultats. On voit les résultats chez l'enfant, que ce soit à la maternelle et que ce soit dans le primaire. On revient de Genève, où le canton de Genève, les écoles, il y a une commune qui a voulu faire l'expérience avec nous, avec plusieurs écoles. Il y a eu 3 écoles qui ont été, une école maternelle, une école primaire et une école secondaire. Comme ça, on a pu essayer sur les 3 échelons. Donc, cette éducation à la culture de paix, pendant une semaine, à l'occasion de la journée du 16 mai, donc cette journée internationale de vivre ensemble en paix, et les résultats, j'aimerais bien que vous voyez le témoignage du maire qui lui-même
s'est transformé en enfant. Il dit, j'étais dans la classe et j'ai partagé les ateliers avec les enfants, et ce qu'il pense et ce qu'il dit. Donc, il y a un retour aux Pays-Bas. Il y a une école de la paix qui fonctionne de cette façon-là. Il y a des parents qui se déplacent, qui amènent leurs enfants à 50 km. Ils ont choisi cette école pour remettre leurs enfants. Donc, moi maintenant, je dis, on va partager. Donc, on va essayer, dans la mesure du possible, de faire l'éthique pour vous donner aussi la parole et de voir comment cet échange, parce que je ne vais pas monopoliser, comme je vous ai dit, je ne suis pas venu vous donner des leçons, ni des recettes, mais c'est dans le partage, c'est dans ce partage des liens que les mots se créent, que les mots deviennent des réalités palpables, touchables, mesurables. Donc comment pouvons-nous nous lier les uns aux autres pour le bien commun de tous? Est-ce que vous pensez que l'humanité d'aujourd'hui est prête à cette perspective du retour vers elle-même et de chercher à guérir la maladie de cette fatalité de la violence, de la haine, de la division, des intérêts mesquins, bassement matériels, et de trouver ce médicament en elle. Parce que la maladie est en nous, mais le remède est aussi en nous. Avons-nous cette capacité de pouvoir trouver ce remède et de pouvoir de nouveau espérer et donner à nos enfants, surtout aux générations à venir, un espoir. Nous attendons, ne l'oubliez pas, d'ici 2050, nous attendons 900 millions encore d'enfants qui vont naître. Donc, nous sommes déjà à 8 milliards. Et le 9e milliard, il est là en train de venir avec tous ces défis qui sont devant nous. Nous avons eu l'expérience du Covid. Un virus a stoppé le monde. Stoppé le monde. Nos technologies se sont arrêtées, nos avions, nos bateaux, nos villes, nos commerces, nos stades, tout a été mis en arrêt. Un virus dont on ne le voit même pas. Donc, notre système est fragile. Et après cette expérience du virus qui a quand même duré assez longtemps, nous sommes revenus. Le virus est parti. Est-ce qu'il est parti seul? Est-ce qu'on a véritablement, nous avons vaincu le virus? Je ne sais pas. Parce que les 2 tiers de l'humanité n'ont pas été vaccinés. Il ne faut pas l'oublier. Il y a 1 tiers seulement de l'humanité qui a été vaccinée. Les 2 tiers n'ont pas été vaccinés. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. Mais après le virus, c'est comme si rien ne s'était passé. Nous n'avons rien retenu de cette leçon, de cette épreuve. Et la première chose qu'on a fait, c'est de reprendre les armes et on a recommencé le match. Est-ce que ça, c'est raisonnable? Vous voyez bien que le seul endroit où les États pouvaient trouver un moyen de discuter, de trouver des solutions, d'atténuer les conflits, etc., le droit international, un lieu où il y avait le droit international, aujourd'hui, il a disparu. Aujourd'hui, il est critiqué. Aujourd'hui, plus personne n'y croit. Alors comment faire? Par quels moyens? Comment remédier? J'ai pas la solution. Mais ça, la solution, elle existe certainement. Si, tous ensemble, nous participons à reconstruire cette maison de la paix. À commencer par l'éducation. Et l'éducation de nos enfants. Merci beaucoup.
message d'espoir ou un message désabusé que vous nous passez. Je pense et j'espère que c'est en fait un message d'espoir, mais les questions sont malheureusement très désabusées. Espoir, oui, je crois que vous avez tout à fait raison de soulever tout ça. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour que ça aille mieux? Parce que c'est ça la vraie question. J'aurais bien des choses à vous demander, mais c'est plus à la salle de le faire. En tout cas, je pense que c'était fort intéressant. Et Michel a peut-être une question liminaire à poser. Moi, j'en aurais une, mais peut-être plutôt après. Non, je n'aurais pas de questions à poser parce que le CHIR a posé la question essentielle, vivre ensemble, n'est-ce pas être capable de trouver en nous le moyen de passer du je au nous, ou pour reprendre une expression proche, passer de la sidération à la considération. La considération, c'est-à-dire le faire ensemble, le prendre l'autre en compte. Et c'est vrai que ce processus de communication éthique que le CHIR a mis en avant me semble être un des éléments de solution, mais sans faire d'angélisme, parce que nous avons, comme il l'a dit, en nous, l'ombre et la lumière. Donc voilà, moi je n'ai pas de questions. Faisons le pari sur la lumière, donc, hein, déjà. Bien. Alors, ceci étant, j'imagine qu'il y a des questions parmi vous, n'hésitez pas, nous sommes là pour ça. Comment peut-on amener les gens à discuter s'ils n'en ont pas envie? Donc, je répète, parce que vous n'aviez pas de micro, comment peut-on appeler les gens à discuter s'ils n'en ont pas envie? Alors, nous restons, c'est comme l'alphabet. Donc, si nos égos, notre égocentrisme nous amène à cet état-là, nous restons une lettre. Et une lettre toute seule, c'est un son. Elle ne peut pas. Le A, s'il est tout seul, il restera A. S'il n'accepte pas que le M se joigne à lui, s'il n'accepte pas que le O se joigne à lui, que le U, que le R, et ça, c'est pour ça que c'est l'éducation. Peut-être que c'est d'autres problèmes, il est profond. Il est qu'on a oublié cette éducation qui permet très tôt de conscientiser un être humain. Parce que les enfants sont des pages blanches. Et c'est l'environnement qui va faire de ce qu'ils seront. Si on leur donne, parce que on ne récolte que ce qu'on sème. L'éthique, pourquoi ne pas le donner, cette éthique à nos enfants? Qui l'empêche? Et si, par l'éthique, on leur montre qu'il y a des moyens de médier, ils seront des médiateurs entre eux. Ils trouveront des solutions, peut-être beaucoup mieux que nous, plus adaptées à leur époque. Autrement dit, c'est à l'école qu'il faut commencer. En tous les cas, ça c'est une façon de voir et d'essayer. Nous, on a mis des écoles, il y a des écoles au Maroc, il y a des écoles en Algérie, il y a des écoles aux Pays-Bas. J'ai plusieurs fois parlé à des personnalités et à des responsables politiques au plus haut niveau de cette éducation à la culture de paix. Il y a des écoles libres en France qui s'intéressent, mais pour les écoles publiques, eh bien, jusqu'à présent, on n'a pas réussi encore à percer, même si on a fait des essais. Dans des communes, plutôt les écoles sont en difficulté et que ça a donné des résultats. Donc, il y a un effort à faire dans ce sens. Il y a un micro qui circule, donc s'il vous plaît, attendez qu'il vous parvienne pour poser vos questions. Merci en tous les cas. Merci de cet exposé.
On ne peut que souscrire à votre démarche, entre guillemets, à votre proposition. Je reviens sur le dernier commentaire que Michel nous a fait en disant passons du jeu au nous, de la sidération à la considération. Et j'ai une question à vous poser, notamment sur votre réflexion sur le droit. Peut-on imaginer, depuis que l'humanité existe, le nombre de crimes commis en son nom? Je m'explique là-dessus. Combien de dictateurs, combien, je dirais, depuis Platon jusqu'à Spinoza, ont utilisé l'éthique comme justification d'une démarche qu'ils n'avaient pas? Je reviens sur votre notion du droit, où là, pensez-vous, c'est ma question, pensez-vous qu'il puisse y avoir des règles éthiques sans considération de la sanction du non-respect de l'éthique? C'est ma première question. Ma deuxième question, ma deuxième observation, je pense que l'éducation, elle doit parvenir avant l'école. Elle doit s'inscrire dans la famille, et je reprendrai le thème de Edgar Morin, de la prénatalité à l'adolescence. Merci. Merci beaucoup, vous allez encore plus loin. C'est magnifique. C'est magnifique ce que vous dites. La prénatalité. C'est-à-dire qu'on peut influencer déjà le fœtus et le préparer. Oui. Ça, c'est formidable. Le son, le sens. Ah oui, on sait qu'il pleure avec sa mère et qu'il rit avec sa mère. Ça, on le sait. Il y a des expériences qui le prouvent. On sait qu'il écoute sa mère, on sait qu'il écoute la musique. Et qu'il est peiné si elle est peinée. Donc, en fait, c'est deux êtres en un être. Ils sont dans l'harmonie totale. Dans une fusion, presque, je dirais, l'un dans l'autre. Mais pour la question du droit, là, c'est beaucoup, beaucoup plus compliqué parce que, je dirais, le droit, qui va dire le droit? Aujourd'hui, on a des instances, on appelle la CPI par exemple, des cours internationales qui... comment peut-on arriver, avant même de parler du droit, est-ce que nous sommes une humanité ou nous sommes des humanités? Pour beaucoup de gens, nous sommes des humanités. Ils n'ont même pas réalisé que nous, on était une humanité. Ça veut dire quoi, une humanité? Ça veut dire que c'est comme un corps, où chaque nation, chaque peuple, chaque culture est un membre à part entière de ce corps. Et que chaque être humain est une cellule de ce corps. Oui, même dans notre cellule, il y a des cellules qui se rebellent. On les appelle les cellules grises. Et elles provoquent le cancer. Donc une société, il ne faut pas idéaliser. Jamais une société n'arrivera à un niveau, je dirais, de justice et d'égalité, etc. Ça, c'est le rêve. Mais c'est un idéal. Il faut avoir un idéal. Il faut tenter d'aller vers ça. Et ça, c'est chaque génération, elle aura ce pari à faire. Et chaque génération trouvera, inventera, créera un droit qui lui soit utile. Mais n'oublions pas que l'humanité, depuis la nuit des temps, elle a toujours été accompagnée par le droit. Nabucodonosor, aujourd'hui, vous allez à Berlin, au musée de Berlin, vous avez la stèle des lois qui ont été écrites il y a combien des milliers d'années. Elles sont là. La civilisation égyptienne avait son droit. Les Grecs avaient leurs droits, etc., etc. Une civilisation. Mais entre le droit et l'éthique, il n'y a pas, en fait, une opposition. Le droit vient trancher dans des situations où la folie humaine l'emporte. Vous avez parlé des dictateurs, mais il n'y a pas que des dictateurs. Et nous-mêmes, est-ce que notre ego, des fois, ne nous met pas dans cette situation de dictature? Qu'on dicte à l'autre ce qu'il doit faire. Donc,
c'est l'éducation est quelque chose de très important, mais je parle de l'éducation d'éveil, pas cette éducation d'ouvrage des crânes. Parce que je répète que ça, c'est par l'expérience qu'on y arrive. Il faut vivre ça. Il faut qu'il soit dans notre vie comme une expérience, dans le vécu. On a autant besoin de gens du droit qu'on a besoin de gens de la médiation, de l'éthique. Et l'un dans l'autre nous aide à cheminer vers cet idéal, oui, où je laisse des traces, parce que nous laissons des traces, qui soient, je les qualifierais de positives, dans le souvenir, dans ce... les soufis parlent de la mort, mais ils ne disent pas la mort, ils disent le faute, le passage. Et ils disent mourir avant de mourir. Comment mourir avant de mourir? C'est-à-dire mourir de cet égocentrisme et s'ouvrir à l'universel. On a tellement de choses à apprendre les uns des autres. Et on n'a pas, jusqu'à aujourd'hui, compris que cette énergie que nous avons peut se traduire dans les faits. Et comme nous sommes 8 milliards et que bientôt nous serons 9, donc 2050, c'est dans 26 ans, 27 ans. C'est tout près. C'est bientôt. Ceux qui naissent aujourd'hui auront 26, 27 ans. Donc c'est demain. Comment peut-on laisser le monde dans cet état? En tous les cas, chacun est avec sa conscience. On ne peut pas aller dans cette voie et de continuer à faire que la violence seule, par la violence, on peut s'imposer. Je m'impose par la violence. Je m'impose aux autres par ma violence. Qu'elle soit au niveau de la rue, qu'elle soit au niveau du voisinage, qu'elle soit au niveau d'un État. Et c'est là où le nous va jouer tout un rôle. Parce qu'un enfant, je peux vous assurer que les enfants de 4-5 ans, quand on leur apprend à dire c'est notre maison, parce qu'il dit ma maison, mais c'est notre maison, tu as des frères, tu as des sœurs, tu as tes parents, donc c'est notre maison. Mais c'est aussi notre quartier, c'est pas mon quartier, c'est pas ma ville, c'est notre ville. C'est mon pays, c'est notre pays, etc. Ce passage, psychologiquement chez l'enfant, tout de suite, augmente sa perception de l'autre, qu'elle soit sa sœur, qu'elle soit son frère, qu'elle soit les copains dans la cour de récréation. Ça lui ouvre un champ psychologiquement, il aborde les choses différemment. Quand on leur apprend à calculer, par exemple, et qu'on dit, voilà, ici il y a un pommier, ici il y a un oranger, et tu veux des fruits, va chercher les fruits. Et puis il va cueillir, mais tu les comptes. Alors il faut, je cueille une pomme, une deuxième, une troisième, une quatrième. Et quand il a cueilli ses fruits, on lui dit, mais comment tu as fait? J'ai cueilli, j'ai arraché les pommes de l'arbre. Mais non. C'est l'arbre qui t'a offert ces fruits. L'arbre t'a offert. L'enfant perçoit tout de suite la relation qu'il a avec l'arbre. Il y a quelque chose nous, on a habitué nos enfants, y compris moi, on nous a élevés avec cette étude que c'est nous qui décidons, c'est nous qui faisons, il n'y a pas d'arbre, il n'y a pas d'animal, c'est nous les maîtres. Et d'un seul coup, on découvre que non, il y a une autre possibilité, il y a une autre voie pour que le vivant soit respecté.
que nous respectons le vivant qui est en nous, mais qui est aussi dans l'autre. Le fait seulement qu'un enfant comprenne que c'est l'art qui lui a offert les fruits. Il a appris à compter, parce qu'il a accueilli 4, 5, 6, et bien oui, c'est vrai. Dans son panier, il a appris à compter, mais en apprenant à compter, il a appris autre chose. La relation qu'il a, la relation apaisée qu'il a avec l'arbre. Et je peux vous citer beaucoup d'ateliers qui sont faits, mais de choses les plus simples, mais qui, psychologiquement, amènent l'enfant à un épanouissement, à une ouverture, et à cette perception qui n'est pas seule, qui est liée à la terre, qui est un simple jeu. Si on le faisait ici, tout le monde si je vous demandais, comme on demande aux enfants, que chacun donne son prénom, et on écrit notre prénom, et on va voir que dans cette diversité, hommes, femmes, plusieurs noms, Pierre, Paul, Saïd, je ne sais pas qui, Abdel, etc. Et on va voir, on dit aux enfants, mais regardez dans vos prénoms, quelles sont les lettres que vous partagez avec votre voisin ou votre voisine. Et les enfants commencent à regarder, tiens, tu as, j'ai l'autre dit, moi j'ai avec un tel. Et ils commencent par leur prénom, se reconnaître qu'il y a un partage au niveau des lettres. Donc il y a un fil qui se crée. Et on leur dit, mais maintenant que vous avez trouvé que vous partagez des lettres entre vous, essayons maintenant de sortir de la classe et d'aller voir si, on va voir pour un chat. Qui a des lettres avec le chat, qui partage avec le chat? C'est moi j'ai un C, moi j'ai un H, et on partage, et on va trouver la place pour le chat. Et puis après, on va dire, mais montons au ciel, allons voir la lune, qui a des lettres pour écrire la lune. Et bien chacun va donner une lettre de son prénom. Attention, de son prénom. Et avec ça, on va écrire la lune. Donc, à partir de ce moment-là, les enfants comprennent que par leur prénom, l'univers tout entier s'ouvre. Alors, je crois que j'ai donné l'idée du corps et la signification de ce que nous sommes. Si nous sommes persuadés que nous sommes une humanité, ce qui est vrai, biologiquement parlant, nous sommes une humanité. Nous avons les mêmes origines. Mais faut-il en prendre conscience que nous sommes une humanité et que cette humanité, elle est à l'image du corps. On ne peut pas préférer, je veux dire, la main droite sur la main gauche, ou l'œil droit sur l'œil gauche, ou l'oreille droite sur l'oreille de gauche. Nous sommes tous les membres de ce corps sont à égale noblesse. Et que reconnaître cet aspect de cet humanisme, de cette fraternité, j'irai plus loin, de cette fraternité universelle, de ce cercle de la fraternité, où chacun a sa place, parce que dans un cercle, tous les points qui forment la périphérie, même les points opposés, qui sont opposés les uns aux autres, se rejoignent au centre. Parce que les rayons, chaque point, le rayon nous-mêmes dans le centre. Faisons de ce centre le bien commun d'une humanité. Redonnons la parole. Vous savez, en 2016, il y a eu le seul et unique sommet international de l'humanité. C'était à Istanbul. En mai, juin, et il y avait tous les États qui étaient représentés. Et il y avait énormément, plus de 4500 ONG du monde. Et nous avons, à cette occasion, nous avons proposé la journée internationale du vivre ensemble en paix, qui a été votée à main levée.
déjà à Istanbul, et nous avons proposé de donner à l'humanité, de lui donner un droit. Qu'on ne parle plus au nom de tel principe ou tel... Non, l'humanité, un droit à l'humanité. Donc, il y a des choses à réinventer. C'est pour ça que je dis, il y a peut-être encore plein de choses à faire, surtout dans cette situation où nous sommes. Parce que c'est à la fois la fin d'un cycle, mais c'est aussi le début d'un cycle. Parce que c'est la nuit, n'oubliez pas que la nuit annonce le jour. Plus on va profondément dans la nuit, plus on s'approche du lever. Et il faut garder ce cap. Il ne faut pas céder à la panique. Il ne faut pas céder aux peurs. Il ne faut pas céder aux violences. Et que chacun de nous se sente responsable de tous les autres. C'est ça l'humanité. Que je vous porte. C'est-à-dire, c'est la dimension de ma conscience si j'accepte de porter tous les autres avec moi, sans distinction, ni de la race, ni de la couleur, ni de la religion. Et ça, c'est une expérience à la fois traumatisante, mais enrichissante aussi. Parce qu'elle va nous transformer. Parce qu'elle va nous obliger à faire un pas au dehors de nous-mêmes. Sortir de soi-même, sortir de ses assurances, de son confort, et se mettre dans l'état de l'autre, se mettre dans la pensée de l'autre. C'est pas facile. Il y a un travail. Il y a un travail, il y a un polissage qui doit se faire en nous pour que nous puissions accéder à un stade où il y a de la place dans nos cœurs, il y a de la place pour chacun ou chacune. Bon, on parle au masculin, mais le féminin est inclus aussi. Donc comment arriver alors que dès qu'on commence à grandir, il y a un des aspects dans notre éducation aujourd'hui, c'est toujours de veiller, c'est de rester éveillé et de faire attention à l'autre, parce que l'autre, il est toujours prêt, soit à vous voler, soit à tricher, soit... Et ce qui est extraordinaire, c'est celui, on accorde plus d'attention à ceux qui sont plus malades, plus rouglards, plus... c'est eux qui deviennent quelque part des vedettes. C'est eux qui ont... on les regarde avec des yeux plus... je dirais, on aimerait être... Ah, comment il a fait? Ben, il a marché, tout simplement, et il a marché sur le dos des autres. Parce que notre système est un système pyramidal, et pour atteindre le sommet, il y a une base, il y a un sommet, et les gens qui sont à la base, ben, toute leur vie, ils essayent de grimper, on l'appelle bien l'échelle sociale. Mais ceux qui sont là-haut, vous croyez qu'ils veulent descendre? Jamais de la vie. Il y a une élite, elle a le pouvoir, elle a les moyens, elle a... Donc c'est pour ça que revenir au cercle, c'est mettre tout un chacun à égale distance du centre. C'est la même dignité pour tous. C'est le même droit pour tous. La dignité, le droit et la justice. Ça, c'est... Et s'il y a des différences, ben, les différences, elles ont toujours existé. Et c'est ça, c'est cette mutation de l'humanité depuis la nuit des temps. Donc, et un être, c'est pas d'abord la couleur de sa peau, c'est pas sa religion, c'est pas sa nationalité. Un être, c'est d'abord une conscience. Comment faire de cette conscience, que cette conscience puisse prospérer, puisse grandir et puisse représenter une dimension universelle, c'est-à-dire quand il regarde les autres, il est une partie d'eux et ils sont une partie de lui. Et ça, c'est très difficile. Parce que c'est une expérience. On ne peut pas le faire passer par des mots. On ne peut le faire passer que par le vécu, le partage.
puisqu'on parle de droit, de loi, comment pourrions-nous aujourd'hui, dans la situation planétaire et ce qui se passe dans le monde, comment pourrions-nous garder notre stabilité et avoir des réflexions positives et qui font avancer? On parle des enfants, justement, essayer de leur transmettre l'explication du droit, comment vivre ensemble. Lorsqu'on sait ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, et avec, on parle de droit, que la Haute Cour de justice internationale n'a plus pratiquement de justification, puisqu'on l'a un petit peu mise à l'écart, comment pourrions-nous dire aujourd'hui aux enfants, il y a du droit, il y a des lois, il faut respecter, et comment lui expliquer quels sont les outils qu'on aurait pour pouvoir lui dire oui, le droit existe, il y a des lois, il faut les respecter, alors que la plus haute cour au monde, elle n'est pas respectée. Alors je voudrais des outils en fait pour pouvoir parler aux enfants si vous en avez, parce que je trouve que ça devient de plus en plus compliqué d'être crédible et de dire aux enfants et aux nouvelles générations, oui vous pouvez croire dans la justice, vous pouvez croire dans le droit. Comment vous le transmettre? Merci beaucoup. Merci. Hubert Landier, ça sera simplement un témoignage. J'ai la chance d'être volontaire dans une structure internationale qui s'appelle la Croix-Rouge. J'ai ici ma carte d'adhérent. Je voudrais simplement vous lire 7 principes auquel souscrit tout adhérent de la Croix-Rouge, non seulement de la Croix-Rouge française, mais de la Croix-Rouge ou de Croix-Rouge partout dans le monde. Le premier, c'est l'humanité. Ce SDF que je vois dans un coin de la rue, c'est un humain comme moi. Et je dois le considérer avec respect, et d'autant plus que c'est peut-être la seule chose qui lui reste. Sa dignité. Deuxièmement, l'impartialité. Le blessé que je vois sur le champ de bataille, que ce soit à Gaza ou ailleurs, je n'ai pas à m'interroger sur son identité, je le prends, je le mets sur le brancard, et je n'ai pas à savoir de quel côté il était dans la bataille. C'est un humain. Troisièmement, la neutralité. Je n'ai pas à juger le bien fondé des causes des partis en présence, parce que je perdrai ma capacité à être là pour ramasser celui qui demande à être sur le brancard. Quatrièmement, il y a l'indépendance. L'indépendance à l'égard de qui que ce soit. Autrement dit, si la gendarmerie française me demande de l'accompagner dans l'évacuation de camps de réfugiés dans le nord de la France, je lui répondrai non. Je lui répondrai non. C'est ce qui a d'ailleurs été fait très réellement il y a 2 ans. Cinquièmement, il y a le volontariat. Tout ceci se fait sur la base du volontariat. Il y a des salariés à la Croix-Rouge française, il y en a environ 17 000. Il y a 70 000 volontaires. Parce qu'il faut coordonner tout ça. Il y a des établissements de soins, il y a des EHPAD, etc. Ça demande effectivement du personnel salarié, mais fondamentalement, c'est le volontariat qui compte et la gouvernance de la Croix-Rouge est assurée par le volontariat. Il y a ensuite l'unité. Il n'y aura pas 2 Croix-Rouges en France, une Croix-Rouge de droite, une Croix-Rouge de gauche, une Croix-Rouge ceci, une Croix-Rouge de là. Dans chaque État, il n'y a qu'une seule Croix-Rouge, quel que soit cet État, que ce soit la France ou la Corée du Nord. Par ailleurs, il y a l'universalité. L'universalité comme l'universalité du droit humain. Tout ceci est très pratique. Ce sont 7 principes que tous les jeunes volontaires de la Croix-Rouge portent avec eux quand ils ont leur carte de la Croix-Rouge. C'est très concret. C'est pas seulement des discussions, c'est dans le concret de la vie de tous les jours, dans l'engagement de tous les jours, qu'ils vont vivre ces valeurs. Et je crois que ça illustre au fond tout ce que vous avez essayé de dire et dont je vous remercie beaucoup parce que c'est des très profonds et très complets. Merci beaucoup. Il y a ma réponse à la question qui concerne le droit international. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne dit plus le droit à nos enfants? C'est le moment justement
où ils ont besoin d'être rassurés et qu'on leur dit nous n'avons pas réussi en tant que société, nous aujourd'hui, à imposer un droit international comme nous avons réussi à faire avec la Croix-Rouge internationale et le Croissant-Rouge international, qui aujourd'hui, le monsieur vient de nous résumer les points, les valeurs sur lesquelles repose la Croix-Rouge internationale pour sauver des vies, pour apporter de l'aide, pour mettre de la dignité et du respect pour l'être humain, quel qu'il soit, sans parti pris, etc. Donc, nous avons réussi par certains côtés, et nous n'avons pas, parce que la Croix-Rouge internationale n'existait pas. Elle a existé pourquoi? Parce qu'il y a eu des guerres atroces. Et où les blessés étaient laissés sur le terrain et personne ne s'en occupait. Et il a fallu se battre. Parce que la personne qui a fondé la Croix-Rouge internationale, c'est un Suisse, c'est... Dunant. Oui, Dunant. Et il s'est inspiré d'un livre de l'émir Abdelkader. C'était le livre des prisonniers. Parce que M. Dunant est venu en Algérie et il a lu les œuvres de l'émir. Et cette idée est née à Sétif, où il était propriétaire d'une grande terre agricole à Sétif, qu'il a dû vendre et rentrer chez lui pour essayer de faire passer cette idée. Et il a dû combattre et il a eu des gens contre lui. Mais il s'est battu. Il s'est battu, pas avec des armes, je veux dire. C'est par les idées. Et ces idées ont gagné. Et on a aujourd'hui, depuis cette époque jusqu'à aujourd'hui, un moyen de sauver les blessés et les civils quand il y a des guerres atroces qui déshumanisent quelque part l'humain et on rentre dans l'obscurité totale et dans l'inhumanité, tout ce qu'elle a de plus de férocité en elle. Mais il faut dire à nos enfants le droit à la vie. Parce que si on dit il n'y a plus de droit, ils vont tout de suite miser tout sur la violence. Donc s'il n'y a pas le droit, je dois me défendre. Et je mets toute mon énergie, ma pensée, mon travail que sur une seule réalité. La réalité, et ça, c'est une erreur magistrale. Il faut tout le temps rappeler l'homme à la responsabilité. N'oubliez pas les 10 commandements. Je vous dis, depuis que l'humanité est née, il y a eu des lois qui lui ont permis, avec bien sûr des moments de catastrophe aussi. Mais si on voit que le côté guerre, eh bien on ne voit que le côté vie. Mais il faut regarder aussi le côté paix. Sans la paix, jamais on n'en serait arrivé à cette prospérité-là. L'Europe, combien de guerres elle a subi? De guerres mondiales. La première comme la deuxième. Restons au XXe siècle. N'allons pas plus loin. Mais du XXe siècle à aujourd'hui, l'Europe a eu 2 guerres où des millions de personnes sont mortes. Et ça a été une guerre mondiale, parce que c'était en Europe, mais c'était aussi en Asie, c'était dans le Pacifique, c'était au Japon. On a même utilisé la bombe atomique contre les Japonais. 2 fois. Donc si on ne se rappelle pas l'histoire et qu'on dit que non, il y a un équilibre. Il y a la guerre, il y a la folie, il y a les fous, les dictateurs, les amoureux de l'amour du pouvoir. Ben oui, ils existent, on ne peut pas le nier. Mais pourquoi de l'autre côté, il n'y a pas ceux qui ont le pouvoir de l'amour, qui essayent aussi cette fraternité, qui en parlent, qui l'entretiennent, et nos enfants en ont besoin. Je regrette, il faut les nourrir des 2 façons. Le droit d'un côté, mais aussi la fraternité de l'autre, le respect, la dignité, la prise de conscience, la responsabilité de ses actes. Et ne fais pas à l'autre ce que tu ne veux pas qu'on te fasse.
Merci. Oui, et puis Jacques ensuite. Oui, juste après. D'accord, merci beaucoup. Je vais faire vite, il est bientôt 18h. En tout cas, merci beaucoup à l'Académie de l'éthique à travers son président, un professeur qui m'a permis de découvrir l'Académie de l'éthique. Merci aux chers pour tout ce que vous faites pour la promotion de la paix. On en a besoin à travers l'ONG Aïssa. Et je me réjouis de voir Aïcha qui a posé une question, qui a un peu répondu à la question que je voulais poser à Seïda, Jean-Paul, mon professeur aussi, Jacques Anos, la formation de la médiation. Alors, l'UNESCO a été créée dans les cendres de la Deuxième Guerre mondiale, justement pour qu'il y ait une paix dans le monde. Dans son acte constitutif, la paix, la guerre plutôt, où les guerres prennent naissance dans l'esprit des hommes et des femmes, c'est dans l'esprit des hommes et des femmes qu'il faut la construire, à travers l'éducation notamment. 70 ans aujourd'hui, après sa création, quel est le bilan? Le retour de la guerre, la violence ambiante, un peu partout, au niveau des familles, déjà. Pour résumer, quels seraient les leviers à appuyer, ou en tout cas, où est-ce qu'il faut mettre le curseur? D'abord, au niveau de la famille. On donne très souvent l'exemple de la famille actuelle. Traditionnellement, c'est autour de la table ou du bol chez nous qu'il faut discuter, qu'il faut échanger. Aujourd'hui, chacun se précipite pour aller dans sa chambre, discuter avec des gens à l'autre bout du monde. Il n'y a plus de lien. Je donne l'exemple du métro. Tout à l'heure, on en a discuté. Les gens ne se parlent plus. Dans le métro, même si tu as envie de poser une question, tu n'oses pas la poser. Dans la rue, pareil. Je ne parle même pas du retour de la guerre au niveau international. Le débat européen, vous l'avez tous suivi. Je ne le commente pas. Je donne à chacun la latitude de juger. Donc, aujourd'hui, au niveau de la famille d'abord. Ensuite, au niveau des États. Et enfin, au niveau international. Où est-ce qu'il faut mettre le curseur pour un peu reprendre la question d'Aïcha, mais pas forcément sur le plan du droit, mais de manière très concrète. Je pense notamment aux plus jeunes, et Jean-Paul a juste titre parlé de prénatal. Et au-delà, je pense à partir de l'âge où l'enfant commence à comprendre, et ainsi de suite. Donc, ma question, c'est à ces trois niveaux. Familial, national et enfin international. Merci. Vous savez, je n'ai pas des recettes à vous donner. Hein. Moi, j'essaye un petit peu d'apporter de l'eau au moulin. Mais le moulin fonctionne avec tout le monde. Il faut que chacun fait... on a parlé du colibri. Vous savez, le colibri, il avait les gouttes. Il dit, moi, j'ai fait... Même si elle n'éteint pas le feu, mais il a fait ce qu'il devait faire. Si nous devenons tous des colibris, alors à ce moment-là, les choses peuvent changer. Mais bien sûr que la famille, c'est quelque chose d'important. Mais est-ce que la notion de famille, aujourd'hui, a la même notion que la nôtre? Le monde est en train de changer. La technologie, aujourd'hui, permet justement à ces jeunes, à ces enfants ou des adultes, de rentrer en discussion avec des êtres qui ne voient pas, qui sont loin en Chine ou aux États-Unis, et que celui qui est à côté, oui, montez dans un avion, montez dans un train, montez dans un métro, vous verrez la majorité des gens. Dans un de mes voyages récents en Amérique, j'étais, sincèrement, c'est pas pour me... C'est parce que c'est le steward qui me l'a dit. J'étais le seul à avoir à lire et à prendre des notes. Il me dit, mais oh, vous êtes encore là? Vous êtes encore dans... Il était étonné, le steward était étonné, parce que presque ça se fait plus, quoi. C'est pas normal. C'est pas normal. Lire et prendre des notes à côté, c'est... Non, il y a le téléphone, tout ça passe par le numérique. Le numérique, il n'y a plus besoin de tout ça. Donc, comme l'époque de la Renaissance, comme l'époque du machinisme, comme l'époque, nous sortons d'une époque vers une autre. Mais personne n'en connaît la destinée. À moi,
qu'il y a des gens très intelligents et qui ont pensé à nous mettre cet hameçon qui, aujourd'hui, de gré ou de force, vous êtes obligé de communiquer, même si vous ne le voulez pas. On vient chez vous, on rentre chez vous, on rentre dans votre intimité, on sait ce que vous mangez, on sait ce que vous buvez, ce que vous pensez, et chose extraordinaire, À quoi vous vous intéressez? à quoi vous vous intéressez, et nous le sollicitons, parce que pour venir ici, c'est le téléphone, c'est quand même le portable, donc c'est quoi? C'est le monsieur GPS qui nous a guidés pour venir jusqu'ici. On était incapable, on est incapable aujourd'hui, si vous enlevez, de se diriger. J'ai fait des voyages, des fois des voyages très aventureux. J'ai traversé plusieurs fois le désert, vers le Sahel. C'est des milliers de kilomètres. Et on le faisait. Ni portable, ni monsieur GPS, ni madame je ne sais pas quoi. Donc, c'est une transformation. Mais là est l'astuce. Le GPS, c'est quoi? C'est un outil. Mais c'est un outil qui nous amène vers où? Vers le principe de l'unicité. C'est ça qui est le problème. L'unicité. Parce qu'il nous unit malgré nous. Si on prend le côté positif, qu'est-ce qu'on pourrait faire comme bien avec cet outil? Qu'est-ce qu'on pourrait faire comme bien avec cet outil? Parce qu'il nous montre la force du point. Le point. Qui nous amène partout. Là où vous voulez aller, vous amène. Vous voulez aller chez votre copain ou votre famille ou visiter un site, il vous emmène. Mais le point, quelle réalité il a? Il n'a ni hauteur, ni largeur, ni profondeur. Le point, il est dans tout. Ce principe de l'unité, chacun de nous est un point. Il a son point. Et on peut, biologiquement, il l'a. Il faut regarder son nombril. C'est par là que la vie est arrivée. On était attaché à nos mères par quoi? C'est par là qu'on se nourrissait. Et on l'a gardé comme signe. Jusqu'à la mort. Il est là. Il y a un point. Donc ce point qui fait l'univers, parce que si vous voyez la Terre de loin, c'est aussi un point. Comme nous voyons la Lune ou les étoiles, c'est des points que nous voyons, alors que c'est des soleils et c'est des mondes extraordinaires. Avec des planètes, avec des qui sont à des années-lumière de nous. Donc si on revient à ce principe, si on positive, on dit, mais nous avons là, sommes arrivés à une nouvelle réalité qui nous invite à une autre façon de parler, à une autre façon de réfléchir, à une autre façon d'éduquer, à une autre façon de cultiver, à une autre façon de voyager, etc., etc., etc. Parce que de nous-mêmes, on est arrivé à un seuil où il a fallu quelque chose de nouveau, un outil, comme l'écriture, comme le livre, Gutenberg, l'imprimerie, c'est elle qui a permis de diffuser les connaissances. Avant, c'était des manuscrits, il fallait les écrire à la main, ça prenait des mois et des mois. Et donc, essayons de positiver aussi les choses, de revoir le côté positif pour en tirer le meilleur profit. Est-ce que ça, nous pouvons communiquer à nos enfants en leur disant, oui, vous avez cette possibilité par vos petits appareils, par vos smartphones, pas seulement que de regarder des jeux et souvent des jeux de bataille, ou d'écouter des sornettes, ou d'écouter de la violence, utilisez-le pour écouter le monde.
Utilisez-le pour faire le bilan du monde. Où on en est. Qu'est-ce qu'il faudra faire? Il y a plein de métiers, de nouveaux métiers à créer. Il y a de nouvelles idées qui vont surgir. Il faut les inviter, il faut les encourager à découvrir des nouveaux horizons, une nouvelle façon de cultiver, une nouvelle façon de faire de la chimie, une nouvelle façon de faire de l'agriculture, une nouvelle façon donc de prendre en compte le vivant, de vivre en harmonie avec le vivant. Et tout est vivant. La terre est vivante. Les océans sont vivants. Les animaux sont vivants. Qu'est-ce qu'il y a entre nous et la baleine? Qu'est-ce qu'il y a entre nous et je ne sais pas moi, et la glace de l'Antarctique? Est-ce qu'il y a des liens ou pas? S'il arrivait une catastrophe dans le Mont Blanc, est-ce que nous n'allons pas tous être quelque part? On dit les vols de papillons à l'autre bout du monde provoquent des tempêtes à l'autre bout. Ça a été prouvé. Et aujourd'hui, on sait que même les animaux ont une intelligence qui nous dépasse. Ils ont une sensibilité. Alors que nous croyons que c'était que des bêtes dont on pouvait se servir à merci. Les traiter de faire ce qu'on veut, en quelque sorte. Non. Et demain, on s'apercevra peut-être que les arbres parlent. Oui, il y a des scientifiques qui disent que les arbres, oui, ont une sensibilité. Et qu'ils savent le moment où il y a un bûcheron qui vient pour couper l'arbre, ils le sentent. Donc, il y a plein de choses, il y a plein de connaissances encore, des clés qui vont nous ouvrir un savoir et des connaissances qui étaient connues que par des initiés. Ibn Arabi disait, il y a 8 siècles qu'il n'est plus là, mais il disait il y aurait à la fin du temps un enfant de 7 ans aura la connaissance d'un homme de 70 ans. Nous sommes en train de le vivre. C'est extraordinaire de pouvoir, il y a des siècles, dire qu'il viendra un moment où un enfant de 7 ans aura la connaissance d'un adulte de 70 ans. Donc, ça ouvre un espoir. Le fait de dire que même si on vous annonçait demain à la fin des temps de continuer à planter, à semer, ça c'est des paroles. Ça c'est des paroles qui restent, qui baisent et qui amènent à nous sortir de ce pétrin, à nous sortir de ce contexte de violence, de doute, d'inhumanité, quelque part. Eh bien, il faut qu'on retrouve l'humanité d'une autre façon. Sincèrement, c'est ce que moi je pense, et j'essaie dans la mesure du possible. Je sais que c'est une goutte d'eau dans l'océan, mais on essaye de le faire, et j'étais vraiment surpris et heureux de voir à Genève qu'il y avait plus de 42 pays qui étaient présents, qui sont venus des 4 coins du monde, et qu'aujourd'hui, cette journée internationale qui a débuté à New York, aux Nations Unies, se retrouve à Genève, aux Nations Unies, 7 ans après, juste pour rappeler aux 193 États qui ont voté pour leur promesse. Vous avez tous voté pour le vivre ensemble en paix. Pourquoi vous ne le réalisez pas? Vous m'avez promis, parce que ce jour, le 8 décembre 2017, les diplomates qui étaient là, qui représentaient leur pays, ont fait une lettre d'honneur et ils m'ont dit, nous vous promettons que nous allons inscrire le vivre ensemble dans nos calendriers de célébration et en faire une journée qui a du sens. J'attends toujours. On n'en parle même pas, ni à la télé, ni à la radio. Mais ça marche. Parce que c'est qui fait ça? Eh bien, c'est la société civile. Et ça, c'est une... Il y a quand même 60 capitales dans le monde qui ont signé la charte de l'UNESCO. Il y a des écoles, des enfants, qui célèbrent ça. Donc, en Amérique du Sud, en Afrique, dans tous les pays.
Et ça, c'est... Alors, il y a de l'espoir. Je veux dire, tout ça, c'est pas inutile. Et nous avons fait à Genève cette déclaration de Genève, c'est pour l'éducation à la culture de paix, pour obliger, c'est pas obligé, mais pour proposer aux États d'inscrire l'éducation à la culture de paix dans les programmes scolaires des écoles. Je ne sais pas si on va réussir, mais il faut y aller. Donc, tous ceux qui vont la signer, eh bien, plus on aura de signatures, et plus on aura de l'énergie et la force de pouvoir la faire au niveau des Nations Unies, donc au niveau des États, les inviter à introduire l'éducation à la culture de paix dans les programmes scolaires. Voilà, messieurs, dames, je vous remercie. Peut-être une ultime question, Jacques Perrière, qui oui, j'ai vraiment des choses à dire. Oui, sur un autre sujet, enfin, je souscris tout à fait à toute votre action vis-à-vis des jeunes, vis-à-vis de la communication et autres, mais en tant que chef religieux, je voudrais connaître la position comment aborder le problème et comment détendre le problème entre des religions ou des philosophies ou des hommes qui détiennent la vérité, qui disent détenir la vérité. Chacun à sa manière, avec, bien sûr, et avec des règles de vie, des pratiques qui, je disais tout à l'heure, il faut moderniser la culture, l'agriculture, tout ça, mais faut-il moderniser les religions? Faut-il les faire évoluer? Faut-il comment résoudre des conflits? Là, c'est comment, dans la médiation, peut-on résoudre des conflits intellectuels? Est-ce qui, cela ne tiennent pas compte ni d'Internet ni autre, et qui par contre, par le biais de ces outils, peuvent avoir des interprétations dangereuses, déviantes, et faire dans lequel est plutôt la part obscure que la part lumineuse qu'ils peuvent apporter. Donc, quel est votre ressenti par rapport à cette... Moi, c'est pas un ressenti, je l'ai fait. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que depuis qu'on a entrepris cette journée internationale du vivre ensemble en paix, les pays qui étaient contre et qui sont à la fin devenus pauvres, ça a donné des résultats. Parce que nous avons l'un des résultats les plus visibles, c'est le retournement de l'Arabie Saoudite. N'oubliez pas, les financements qui venaient de ce pays pour encourager quelque part l'extrémisme dans le monde, a cessé. Et que, je ne vais pas dire que ce n'est pas grâce à nous, mais par nos actions, beaucoup de personnes aujourd'hui qui ont cette autorité, je parle du monde musulman, mais je vais parler aussi du monde juif. Parce que nous avons fait des rencontres entre rabbins et imams à Bruxelles, en Espagne, ici à Paris, sous, je dirais, en Belgique, c'était sous le parrainage du roi de Belgique. En Espagne, c'était sur le parrainage du roi d'Espagne. Et ici, c'était parrainé par le secrétaire, la directrice générale de l'UNESCO et le secrétaire général des Nations Unies. Le problème n'est pas religieux. Le problème est politique. Et je vais vous dire, quand vous arrivez au bout de, bien sûr, le premier jour, le dégel, il faut que les gens aient confiance dans ce que vous dites. Il faut qu'ils sachent que vous ne bossez pas, vous ne travaillez pas vous-même pour un intérêt. Ça, c'est, il y a toujours, mais que vous ne travaillez pas pour un État, dès qu'ils vous font confiance, petit à petit, vous gagnez. Et ce qu'on a gagné, c'est qu'on est arrivé, et ça, c'est des preuves, il y a des films, il y a des photos, il y a à mettre main dans la main, imam et rabbin, et à prier ensemble. Ça, effectivement, dérangeait d'autres. Mais il y a des imams
Et il y a des rabbins qui se sont donnés la main. Et c'était des rabbins de Palestine, d'Israël, et c'était des imams de Palestine, et c'était des rabbins d'Israël, de Jérusalem, de Haïfa, de plusieurs endroits, avec les rabbins de France, d'Angleterre, de Suisse. On était plus de 450 personnes. Donc les rabbins de plusieurs pays étaient présents. Et ça n'a pas empêché la guerre de Gaza. Parce que c'est politique, je vous le dis. Parce que le fait de voir qu'on était ensemble et que la main dans la main, mais ça a créé une force négative inimaginable. Et on s'est regardé, on a dit, au-dessus de ce qu'on croit, les gens qui ont l'autorité, qui ont ceci, qui ont cela, il y a la politique. C'est l'étau de la politique. La politique et les industries d'armes. Tout ça rentre dans les intérêts politiques des États, etc. Mais je vous dis, voilà l'exemple que je vous donne, nous l'avons vécu 3 fois. J'étais ici à Paris, j'étais responsable parce qu'on avait des ateliers, et moi, on m'a nommé dans un atelier qui s'appelait La prière et la paix. Tous les autres ateliers ont fonctionné. Les ateliers étaient pleins, sauf le mien, on était 2. Moi et la secrétaire, qui devait faire le rapport. Et à la fin, bon, ben, faire le bilan de la rencontre. Bon, ben, chacun avait son bilan. Il y avait ceux qui, la paix d'économie, la paix, je sais pas quoi. Bon, il y avait plein d'autres ateliers. Moi, j'ai dit, bon, ben, l'atelier, voilà. Le bilan. J'ai dit, il y a quelque chose qui m'étonne, c'est que les gens de la prière ne s'intéressent plus à la prière. Ils ne croient plus dans la prière. Ceux qui, dans le rôle, c'est quand même d'apprendre aux autres de prier pour avoir la paix en eux et pour communiquer par la paix avec les autres. Ils n'ont plus foi. Tout le monde a posé sa tête. Les imams comme les rabbins. Je vous dis, moi, c'est des situations, mais ça ne doit pas nous arrêter. Ça ne doit pas nous arrêter. Il faut continuer. Il faut persévérer. Et puis, non, c'est un goutte d'eau dans l'océan, mais c'est pas. Il faut aussi accepter qu'il y a aussi d'autres volontés qui gèrent et qui font mouvoir les choses. Ce que nous, on croit aujourd'hui mauvais, peut-être qu'il est en train, c'est comme le fumier, vous savez, le fumier, ça sent mauvais. Mais quand on le met en terre, ça donne des fruits et des légumes. Donc on ne sait pas ce que notre époque est en train de préparer. On ne le sait pas. Donc il faut avoir aussi un peu de beaucoup de patience. Et d'optimisme. Je ne souhaite pas conclure, je sais que c'est le président qui va le faire, mais je voudrais juste attirer votre attention sur un point. À plusieurs reprises, la question du comment a parcouru l'auditoire. Quand je vous ai présenté le Cheikh Bentounès, je vous ai dit c'est un homme d'action. Je tiens à attirer votre attention sur la révolution copernicienne que représente la déclaration de Genève. Parce que quand, il y a longtemps, je suivais les cours d'éducation civique, on me parlait de l'éducation à la paix. Et je trouve que c'était bien, j'ai apprécié les cours d'éducation à la paix. Mais là où la déclaration de Genève portée ce 16 mai 2024 par le Cheikh Bentounès opère une vraie révolution copernicienne. C'est qu'on est passé à une autre formule. C'est la paix au cœur de l'éducation. Et donc là, on est vraiment dans la mise en action de la manière dont on passe du jeu
au nous dès les premiers âges. Et donc, merci infiniment. En effet, merci beaucoup, parce que vous êtes un homme de conviction, et comme vient de le souligner Michel, vous êtes un homme d'action. Et ça s'entend beaucoup parce que vous réalisez, en fait, vous entraînez, et c'est ça qui est important. Il ne suffit pas d'avoir des idées, ce qui est important, c'est d'entraîner, de les faire passer. Et ça nous donne beaucoup d'optimisme, parce que comme ça a été souligné aussi, malheureusement, le monde, il n'est pas très beau à regarder. On a l'impression qu'on n'est pas vraiment dans une situation où l'éthique domine. Mais nous avons l'habitude dans notre petite association de dire que l'éthique, ce n'est pas un endroit ou un lieu dans lequel on baigne. C'est un effort vers quelque chose. Et je pense que c'est ça que vous faites. C'est un effort vers quelque chose pour que ça aille mieux, pour qu'il y ait de la paix, pour que les gens soient effectivement, pensent plus au nous qu'à leur petit jeu. Malheureusement, effectivement, il y a aussi des forces contraires, même des philosophes, et pourtant les philosophes, leur métier c'est autre chose, des philosophes qui disent il n'y a pas d'universel. L'humanisme c'est fini, ça n'est plus une valeur. Alors que faire? Ils ont droit. Ils ont droit en effet, mais c'est parfois consternant. Et cet effort d'universalisme et d'humanité, d'humanisme aussi, c'est ce que nous cherchons, peut-être sans vouloir le dire à l'Académie d'éthique. Je pense que vous nous avez donné une belle leçon. Il ne faut surtout pas abandonner. Il ne faut pas abandonner. Et même si ce que nous faisons est infinitésimal dans cette situation consternante du monde, ben nous le faisons et nous voulons continuer à le faire. Et vous nous y aidez par votre force de conviction. Merci encore, et j'espère qu'on vous reverra.